Chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette nouvelle édition, nous allons analyser le contexte, les enjeux, les résultats et la symbolique du récent sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, qui s'est tenu le 1er et le 2 septembre dans la ville de Tianjin, en Chine, en la présence d'une vingtaine de chefs d'État qui avaient fait le déplacement. Pour m'accompagner dans cette émission, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris le géopoliticien et essayiste François Martin, auteur de 2 livres majeurs, L'Ukraine, un basculement du monde et Le temps des fractures, l'Occident contre le reste du monde, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et depuis Genève, Gilles-Emmanuel Jacquet, politologue, vice-président de l'Institut international de recherche pour la paix, le GIPRI de Genève, et enseignant en relations internationales. François Martin, Gilles-Emmanuel Jacquet, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Merci à vous. Infiniment. Alors, cette première question est à vous, François Martin. Le renforcement du Rimland est une condition, comme l'a développé le premier Mackinder, puis après lui Nicolas Spieckmann, le géopolitologue américain, et qui donc c'est la sphère un peu périphérique du cœur du monde, est une Oui. condition nécessaire à l'intégrité de l'Eurasie. Et ce n'est pas une possibilité, mais une nécessité. Alors, la stabilité des pays riverains n'est pas seulement une question stratégique, elle est aussi économique et politique. Alors, cette réunion des dirigeants de l'OCS intervenue 2 mois après le sommet des BRICS au Brésil, d'où a émergé, dans la confirmation des résultats du sommet de Kazan l'année dernière, la ligne organisationnelle de la nouvelle majorité mondiale, ou du moins ses lignes programmatiques sur tous les plans. Alors, cette réunion est-elle un signal fort à l'adresse de l'Occident et de l'OTAN? Alors, je vais répondre en deux parties. La première, c'est que je vais remettre en cause un petit peu cette notion de Rimland, parce que Mhm. je pense qu'elle est plus pertinente aujourd'hui. En fait, elle s'inscrit dans, je dirais, une pensée qui est proto-néoconservatrice quelque part, c'est-à-dire Absolument. l'idée, après la Deuxième Guerre mondiale, que de toute façon, les États-Unis avaient vocation à dominer le monde. Dès ce début-là, même si ça s'est développé, ça s'est formalisé et ça s'est structuré après, à l'époque de George Bush fils, ou même un petit peu avant le document de Paul Wolfowitz après Reagan, en fait. Mhm. Mais il y avait dès le départ cette idée comme quoi il fallait trouver les voies et les moyens pour que l'Amérique domine le monde, puisque c'était sa vocation naturelle. Bon, si on regarde les choses aujourd'hui, on n'est absolument plus dans le même contexte. On est, je Absolument. dirais, beaucoup plus dans le contexte d'une guerre culturelle nord-sud. Donc, je dirais que Rimland ou pas Rimland, aujourd'hui, ce qui est important, c'est la différence culturelle entre un Nord qui est à la fois, qui est un Occident, je dirais, américain, puisque l'Europe compte très peu aujourd'hui, à tout point de vue, sauf pour mettre des cailloux dans toutes les chaussures possibles, imaginables, mais entre un Nord qui est, je dirais, à la fois atlantiste, c'est-à-dire politico-militaire d'une part, et d'autre part, à la fois mondialiste, à la fois sur le plan financier et sur le plan culturel. Le culturel étant le plus important. C'est là que se trouve aujourd'hui, plus que la notion de rive blanc, que se trouve la véritable fracture entre Nord et Sud, comme je l'ai développé. Alors, il D'accord. est évident que dans ce cadre-là, deux choses ont leur sens. L'une, c'est les BRICS, qui est une mise en scène d'un autre type d'organisation des pays plus westphaliens, je dirais, et plus cohérent et plus démocratique, je dirais, même si les pays qui le composent sont pas forcément des pays démocratiques, mais l'organisation est démocratique, d'une part, sur le plan économique, diplomatique, etc., et de l'autre côté, une organisation dont le cœur est asiatique et qui est elle-même une organisation défensive et militaire. Mhm. Et là, on est en plein dedans. Là, effectivement, la démonstration de force, d'une part, et la mise en scène me semble excellente et arrivée à point nommé. Et on en verra d'autres. C'est-à-dire,
il y avait deux contradictions autrefois qui viennent de sauter. La première contradiction, c'était de dire nous sommes le gendarme, mais en même temps, nous sommes l'avant-centre de l'équipe première. Donc Mhm. ça va pas. Si tu es gendarme, tu es gendarme, tu dis tu as fait une faute. Mais si tu es le gendarme et le joueur de l'équipe, et que quand c'est l'adversaire qui fait une faute, tu lui dis tu as fait une faute, et quand c'est toi qui as fait une faute, tu dis j'ai pas fait de faute, ça marche pas. Donc dans Mhm. le système occidental, je dirais il y avait une contradiction totale et une hypocrisie totale. C'est le mot des néoconservateurs, la bénévolence globale hégémonie, l'hégémonie globale bienfaisante. Là-dedans, où le mot bienfaisante est en trop, ou le mot hégémonie globale est en trop, mais les deux ne vont pas ensemble. D'accord, Ça, c'est vraiment la contradiction majeure. Et l'autre contradiction, c'était effectivement un système d'organisation avec une puissance dominante, même si je pense que la Chine doit faire beaucoup d'efforts aujourd'hui, alors qu'elle va être de plus en plus la puissance dominante, sous réserve qu'elle n'ait pas une crise trop forte démographique dans les années 2030. Je mhm. pense qu'elle va faire beaucoup d'efforts pour faire de la place aux autres et que les liens et les relations soient empreintes d'une certaine forme de liberté. Sinon, de D'accord, toute façon, l'Inde ne d'accord, l'acceptera pas et la Russie ne l'acceptera pas. Mais dans ce contexte, oui, cette d'accord, réunion de Tianjin est une réussite totale, bien sûr, bien sûr. d'accord. Alors, la deuxième question est à vous, Gilles-Emmanuel Jacquet. Bien sûr, vous pouvez réagir ou commenter ce que François Martin vient de développer, mais j'aimerais d'abord vous poser la question qui vous concerne. Alors, les raisons qui justifient la nécessité de créer une alliance entre l'OCS, comme disait François Martin, qui est une organisation principalement sécuritaire et défensive, et les BRICS, plus, sont nombreuses. Donc, l'Occident, en effet, l'Occident continue de promouvoir les guerres et la destruction avec une diplomatie agressive et une tentative exaspérée de contrôler le monde, sans accepter que l'ordre fondé sur des règles ne s'applique plus. Donc, le droit international est pratiquement mort actuellement. Il n'est plus logique de raisonner avec des paradigmes rédigés par les bureaucrates de Washington et du New York, je veux dire l'ONU, le FMI, la Banque mondiale ou le processus de Bretton Woods. Alors, le génocide qui a eu lieu, et je crois que François Martin a soulevé quelque chose de très important, c'est la question de relations culturelles, et je rajouterais même morale. C'est de ce point de vue-là que le génocide donc, qui a lieu à Gaza se présente au monde entier, et la récente agression israélienne contre l'Iran qui rend presque impossible une quelconque intervention en raison de l'équilibre de guerre qu'Israël et les États-Unis ont créé, menaçant toute la région d'une apocalypse nucléaire, pourrait-il accélérer justement la création d'une alliance OCS, CEI et BRICS+. CEI, c'est la communauté des États indépendants. Merci pour votre question et votre invitation. Alors, tout d'abord, bon, je souscris à ce que mon collègue François Martin a dit et je vais le rejoindre dans mon analyse. Vous parlez d'une faillite morale. Il y a une espèce de faillite morale par rapport au système international qui était, comme l'a aussi dit François Martin, un peu sous l'égide des pays occidentaux, qui étaient à la fois juges et partis. Et quand on a eu pendant les années 90 ce moment unipolaire, c'était nouveau. On n'avait pas autant d'informations, donc on pouvait se dire que l'action des États-Unis ou de pays occidentaux était effectivement pour protéger un système, pour notre bien. Et puis 30 ans plus tard, on se rend compte que la situation est fort différente, justement. C'est ce qu'on critique désormais, le fait que l'Occident se soit arrogé cette position de juge et de parti. Et pas seulement juge et parti, parce qu'on pourrait peut-être essayer de trouver un juge et une partie qui essayent de, comment dire, d'être relativement équitable. Le problème, c'est un peu cette approche du winner takes all, qu'on a depuis finalement le moment unipolaire. Les Américains n'ont pas cherché la coopération réelle avec la Russie ou l'Union européenne, ni même avec d'autres espaces géographiques, d'autres régions. Et au bout d'un moment, ce qui est apparu avec la montée progressive des BRICS, mais aussi de l'OCS, on a des forums alternatifs qui se sont mis en place où des États bien défendent leurs intérêts, un peu comme on pourrait dire des travailleurs organisent un syndicat pour défendre Mhm. leurs intérêts. Alors, les BRICS, l'OCS, vous avez mentionné la CEI,
ces organisations se chevauchent. Alors, elles se chevauchent pas complètement, puisque certains membres sont membres des différentes organisations, d'autres au contraire que de certaines et pas des autres. C'est un peu fastidieux, je ne vais pas refaire toute la liste des adhésions. Ah ouais. Mais ce que ça montre, c'est qu'il y a en Eurasie, parce que la plupart de ces pays sont des Eurasiens, des puissances ou bien des pays de bien moindre puissance. On voit des pays du Golfe, par exemple, qui posent la plupart des pays du Golfe, sauf Oman et sauf le Yémen, qui aimeraient à terme rentrer dans l'OCS et aussi avoir un rôle plus grand dans les BRICS. On entend parfois aussi l'idée que ça serait peut-être pour remplacer l'ONU ou le identifier comme un nouvel ordre occidental imposé avec Bretton Woods et autres. Je ne pense pas que ces pays-là veulent remplacer l'ONU, puisque si on regarde aussi la doctrine chinoise ou russe en matière justement de multilatéralisme, de droit international, à aucun moment ils ne veulent remplacer. Au contraire, ce que les Russes et les Chinois, leurs juristes répètent depuis plus de 10 ans, 20 ans, c'est qu'il faut justement respecter ce droit international public, il faut respecter la charte des Nations Unies. Il faut négocier au lieu de recourir à Mhm. l'unilatéralisme comme l'ont fait les États-Unis, ou bien le deux poids, deux mesures, c'est-à-dire le double standard. Israël, par exemple, n'a pas de sanctions et Israël peut faire ce que la Russie ne pourrait même pas faire. Quand on compare les sanctions qui ont été voilà, prises à l'encontre des deux pays. Donc je crois que c'est pas non plus aussi, contrairement à ce qu'on peut entendre sur certains plateaux très mainstream, ce sont pas des organisations anti-occidentales. Par Absolument. contre, la dynamique qui pousse à leur expansion, pas forcément à leur création, mais plutôt maintenant à leur grande expansion, à leur attractivité, c'est une grande lassitude envers toutes les promesses non tenues des Occidentaux, envers les doubles standards. Certains disent oui, c'est contre nous, contre ce que nous sommes, on déteste, ces gens-là détestent l'Occident. Non. Par contre, l'Occident devrait peut-être faire preuve d'autocritique, puisqu'il arrivera bien un moment où l'Occident ne perdra pas seulement de l'influence dans certaines régions du monde, il sera peut-être détesté pour de vrai par les populations de ces régions. Donc c'est ce qu'on voit là, c'est un grand changement qui s'est opéré depuis quelques décennies et maintenant ça devient plus visible. Et c'est assez particulier de voir les pays occidentaux essayer de le nier ou bien de décrire, comment dire, cet événement ou ces organisations comme des choses qu'elles ne sont pas, c'est-à-dire encore une fois des formes d'alliances anti-occidentales de pays du Sud qui aimeraient se venger. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, la question suivante, elle est pour vous deux. Nous allons la discuter ensemble. Donc, pour continuer dans le même élan, les BRICS ont déjà abandonné le dollar parce que le dollar, qu'on le veuille ou non, et son système de fonctionnement a toujours été justement le noyau central de la crise stratégique qui frappe le monde, en particulier depuis le démembrement de l'Union soviétique. Alors, justement, les BRICS ont déjà abandonné le dollar américain. Ils payent 85% de leurs échanges internes, c'est-à-dire en monnaie nationale ou en monnaie locale. Et la CEI, la communauté des États indépendants, elle aussi a réglé 85% de ses transactions avec l'étranger en monnaie nationale. Donc, c'était au fin 2023 et 2024 aussi ces statistiques-là. Alors, l'Union économique eurasiatique œuvre aussi depuis longtemps, et on le sait, pour la stabilité mutuelle entre les États eurasiens et a réussi non seulement à émanciper les économies nationales de la dépendance vis-à-vis des produits occidentaux et du dollar américain, mais aussi à restaurer l'autonomie dans divers secteurs du marché, élément clé pour donc un pôle qui veut se définir comme tel et coopérer et non plus se faire concurrence dans un système multipolaire. Et l'effet donc de la stabilité eurasienne se fait énormément sentir sur les autres continents et donc sur les autres pays de ces partenariats. Alors, la question que je vous pose, messieurs, devient-il alors nécessaire de consolider l'Eurasie par des formes de défense et de garantie de sécurité pour que les phases politiques et économiques puissent se dérouler sans obstacle majeur, et d'où l'importance justement de ce sommet réussi de l'OCS qui s'est tenu le 1er et le 2 septembre en Chine. À vous, François Martin, si vous avez bien sûr des commentaires ou quelque chose à Oui, rajouter par rapport à ce que Gilles-Emmanuel Jacquet a développé en répondant à sa oui, question, oui, bien c'est avec sûr. plaisir. D'abord, oui, je partage absolument l'idée de Gilles Emmanuel, comme quoi
ces organisations, aussi bien les BRICS que l'OCS, ne se présentent pas comme des organisations anti-occidentales, malgré tout, elles ne véhiculent pas ce discours, mais enfin, comment dire, le défilé en Chine qui a frappé les esprits de tout le monde veut bien dire, nous, on est d'accord pour faire du commerce, nous, on veut s'organiser différemment, nous, on ne veut plus de l'hégémonie, ce qui est en surplomb de tout ça, mais si vous avisez de venir nous toucher, on saura se défendre. Donc, ça veut Mhm. dire, euh, on veut une relation, je dirais, plus normale et peut-être plus cordiale, mais en même temps, on n'est pas des pacifistes. Voilà, Mhm. je crois que c'était assez clair et tout le monde l'a compris. Mais je suis d'accord que il y a, à part le fait de dire, et les Russes n'ont cessé de le dire depuis 20 ans, nous n'acceptons pas l'hégémonie occidentale, il n'y a pas un discours agressif anti-occidental disant nous allons vous attaquer, nous allons vous détruire. Mhm. Avec le bémol très important, et après je répondrai à votre question, cher ami, le bémol très important que nous sommes aujourd'hui en train de construire l'après-guerre. Et c'est l'atmosphère de l'après-guerre qui sera ou une atmosphère de coopération ou une atmosphère de confrontation. C'est ça que nous sommes en train de construire. Avec le François Martin Comte, vous dites atmosphère après-guerre. De quelle guerre vous Ah, voulez je parle parler? des deux guerres, parce que Des deux il guerres, ne fait d'accord. aucun doute pour moi que la guerre d'Ukraine est déjà gagnée par la Russie. Les États-Unis font de l'atermoiement, deux pas en avant, un pas en arrière. Je vais à Anchorage et je dis, OK, ça y est, on va faire la paix, on va faire du commerce, et après, je suis l'homme qui murmure à l'oreille des présidents, Lindsey Graham, allez, vends-leur pour 100 milliards de marchandises. Et bon, donc ça, c'est un atermoiement, mais la guerre, elle est déjà gagnée par les Russes, puisque Mhm. les Russes iront jusqu'au bout de ce qu'ils veulent. Et de même, l'autre guerre, je dirais, celle qui arrête le Lebensraum occidental, c'est la guerre d'Iran, où en 10 ans, les Iraniens ont montré, avec la combinaison des drones et de l'hypersonique, qu'ils pouvaient trouer n'importe quel dôme de fer. Mhm. Donc, en fait, aujourd'hui, l'impuissance occidentale se manifeste à travers ces deux guerres, je dirais. Donc, pour moi, elles sont perdues par l'Occident. Mhm. Elles sont D'accord. définitivement perdues. Ça va prendre du temps. Par contre, est-ce que nous allons nous faire arracher ces victoires ou est-ce que nous serons capables de négocier quelque chose où ces pays obtiendront ce qu'ils souhaitent? C'est, c'est ça la différence. Et c'est ça qu'on construit. Est-ce que nous allons passer, nous, occidentaux, comme des losers ou comme des gens qui ont compris qu'un autre monde se mettait en place et que nous voulions le co-construire? C'est ça qui va faire la différence. Donc, on joue gros aujourd'hui, non pas sur les guerres, mais sur l'après-guerre, je dirais. Mhm. Ça me semble très, très important de bien comprendre ça. Et D'accord. aujourd'hui, je trouve qu'on construit plus l'après-guerre, la confrontation que la coopération. Je prends un exemple très rapide. Lorsque le général de Gaulle est allé en Afrique pour donner l'indépendance, en fait, il n'est pas allé donner l'indépendance. Il est allé se faire prendre l'indépendance et brader l'héritage colonial. C'est ça qu'il est allé faire. Mhm. Mais il y est allé en disant, je vous le donne avant que vous me le preniez. Donc, il a assumé la défaite sans assumer la honte de la défaite. Et ça, Mhm. c'est très important. Donc, il est sorti la tête haute. Est-ce que la question, c'est pas si nous allons les gagner ou les perdre, c'est deux guerres, celle du Moyen-Orient et celle d'Ukraine. Elles sont déjà perdues. Mais est-ce que nous allons les assumer en sortant de là la tête haute, je dirais par le haut de la boîte ou par le bas de la boîte? C'est ça, à mon avis, l'enjeu global qui se dessine derrière tout ça. Voilà. Il y avait un point sur lequel je souhaitais revenir, pardon Gilles, de prendre encore quelques minutes, c'est la question du dollar. La question du dollar est essentielle, mais à mon avis, elle est plus complexe
que celle qu'elle est, que la façon dont elle est précisée dans la question. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs pays qui sont aujourd'hui remplis de dollars. Mhm. L'un, c'est l'Arabie Saoudite, évidemment, qui a un système qui est tel que chaque fois qu'elle vend du pétrole, sauf lorsqu'elle le vend à la Chine, puisque c'est la novation qu'elle a annoncée en 2022, hein, Mhm. euh, elle le vend quand même en dollars. Et puis l'autre, c'est les Chinois qui sont les détenteurs de dollars. Donc, ils vendent du dollar pour faire peur un peu aux Américains, surtout les Chinois quand ils veulent, quand les Américains veulent les embêter. Mais je les imagine pas jouer contre leurs propres réserves Absolument. et brutalement de telle sorte à se piller leurs propres ressources. Donc, je Mhm. pense que ça va se faire progressivement. C'est ça qui est important, je crois. Il n'y a pas une guerre contre le dollar, je ne le pense pas. D'accord. Ce sont des gens qui sont trop intelligents pour faire ça. Par contre, il y aura un remplacement progressif et au lieu que le dollar soit la monnaie de réserve, il sera peut-être une monnaie de réserve parce que je pense qu'on peut peut-être D'accord. jouer avec plusieurs monnaies de réserve. Voilà, c'est un peu ça mon idée. Mais sinon, oui, bien sûr, sur la construction d'un autre système, oui, bien sûr, je suis d'accord. Pardon. D'accord. Gilles Emmanuel Jacquet. Alors, parce qu'il y a plusieurs questions, plusieurs sujets qu'on touche. Alors, sur la question de la dédollarisation brutale ne peut pas se faire, hein, puisqu'on sait Mhm. que ça amènerait une crise économique en Mhm. Chine, aux États-Unis, avec des répercussions mondiales. Mais on a déjà vu dans le jeu un peu comment dire en anglais, de tit for tat qu'il y a eu entre Trump et la Chine. Eh bien, les Chinois ont vendu la moitié des dettes américaines qu'ils possédaient. Certains experts financiers disent que s'il y avait une escalade dans le domaine, on arriverait un peu à l'équivalent de la destruction mutuellement assurée qu'on avait à l'époque de la guerre froide avec les armes nucléaires, Abs- mais là, ça serait avec, Absolument. voilà, avec la Ça monnaie, pourrait avec le être dollar. même pire que les armes nucléaires, ça. Oui, Parce que, d'une certaine manière. ouais. Allez-y, Alors, allez-y. oui, alors maintenant, vous parliez aussi de monnaies qui peuvent émerger, et François aussi le disait, c'est vrai, il peut y avoir plusieurs monnaies de réserve. C'est pas du tout un problème dans l'économie internationale. Si on avait plusieurs monnaies de réserve, au contraire, ça pourrait même être plus de sécurité dans le système. Alors, quand on passe, comment dire, quand on a un bloc économique ou commercial ou une grande monnaie internationale qui devient une monnaie de référence, très souvent c'est lié à la montée d'un empire. On peut par exemple regarder l'ouvrage de Paul Kennedy sur la montée et le déclin des empires là, de 1500 à nos jours. Et il montre que très souvent, eh bien, c'est imposé par la puissance du moment. Et c'est ce qu'on a vu avec Bretton Woods, par exemple, qui consacre le système américain né des premières et secondes guerres mondiales, qui remplace peu à peu donc les Anglais et les Européens. Et bien maintenant, on est dans une autre phase où il y a d'autres puissances qui montent, justement, qui proposent un autre système. Avec cela, il y a justement le volet économique, monétaire et commercial. Et puis, vous aviez mentionné tout à l'heure aussi des questions de garantie de sécurité. J'imagine, c'est un peu l'aspect militaire. Mhm. Si on regarde les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai, il y a un aspect de coopération politique qui peut s'étendre vers le sécuritaire, voire le militaire. Mais on n'est pas du tout dans une organisation comparable à l'OTAN. Il n'y a pas Mhm. d'équivalent de l'article 5, par exemple. Et ça peut s'expliquer parce qu'on a des pays comme la Chine et l'Inde qui essayent de régler leurs différends, mais qui ont quand même des différends. Donc on Ouais, ne peut ouais. pas faire une alliance militaire avec des pays qui ont des différends territoriaux trop sérieux. La seule organisation qui pourrait peut-être, par certains aspects, avoir comment dire, une dimension militaire plus forte et plus structurante là-dedans, c'est l'organisation du traité de sécurité collective, dont on parle Mhm. très peu hein, dans les pays occidentaux, qui est L'OST, ignoré. c'est... Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Et qui regroupe énormément de pays de l'espace ex-soviétique, qui est plus une organisation de sécurité collective que de défense collective, ce qui marque une nuance avec l'OTAN. Et l'organisation en question a connu des interventions très limitées, puisque la dernière qui a été la plus marquante, c'était au Kazakhstan, Mhm. lorsqu'il y a eu les troubles contre Tokayev. Ouais. Alors après, il y a sous l'égide aussi de cette organisation, peut-être, je crois, la mission de l'ancienne mission de maintien de la paix que les Russes avaient en Arménie, mais je ne suis plus très sûr si elle est encore sous ce statut, en Azerbaïdjan, pardon, dans le Karabakh. Donc, on a le volet militaire qui n'est pas encore suffisamment peut-être développé, mais on peut se demander aussi est-ce que c'est ce que vraiment les pays membres des BRICS et de l'OCS
veulent. On peut en douter aussi, puisqu'ils montrent qu'il y a une autre manière de faire de la diplomatie, une autre manière de, comment dire, changer petit à petit la structure du système international sans passer par une guerre et par un reset comme on l'avait connu avec la Société des Nations ou l'ONU. Ce sont des pays qui montrent qu'il y a finalement un retour de la diplomatie, qu'il y a d'autres manières de faire avancer les choses, de défendre un intérêt national sans nécessairement l'imposer. Et c'est intéressant de voir que des puissances comme la Chine, l'Inde ou la Russie sont capables là-dessus de ne pas avoir de vision, de ne pas avoir formulé en tout cas de vision, de doctrine hégémonique. Mais ça n'enlève pas moins, il est vrai, quand on est voisin d'une grande puissance, que ce soit la Chine, les États-Unis, la Russie, je ne mets pas l'Inde volontairement, quoi qu'on pourrait en discuter. C'est toujours parfois un peu difficile d'être voisin d'une grande puissance. Mais ça, par contre, c'est une forme, un peu, on pourrait dire, de loi naturelle des Mhm. relations internationales. Mais pour conclure là-dessus, les pays de l'OCS, contrairement à ce que l'OTAN ou d'autres alliances ou ensembles soutenus par les pays occidentaux font, n'ont pas de visée hégémonique. C'est plutôt Mhm. l'idée de revenir à l'esprit de la charte d'une réelle égalité dans un système, on pourrait dire, basé sur les principes réellement westphaliens. D'accord. Et un autre mot, et un dernier mot, François Martin? Oui, simplement une remarque, il ne faut pas oublier que l'Inde, qui est donc membre à part entière et des BRICS et qui est et de l'OCS également, a un traité de coopération militaire avec les États-Unis. Donc l'Inde, tout en faisant partie de cet ensemble, ne met pas tous ses œufs dans le même panier et se protège quelque part contre un risque d'embrasement vis-à-vis de la Chine. Donc, il ne faut pas oublier ça non plus. C'est-à-dire que c'est clair que dans la partie de défense militaire, il ne peut pas y avoir de doctrine globale à l'OCS dans la mesure où l'Inde je dirais, vocation à en faire partie et l'Inde a une position beaucoup plus, non pas neutre, mais centrale qu'une position, n'a pas du tout une position anti-américaine dans cette affaire. Donc, la position de l'Inde doit être prise en compte, Ouais, ouais, forcément, hein. ouais. Bah oui. D'accord. Donc, cette première question est à vous, Gilles-Emmanuel Jacquet. Euh, Après le Conseil des chefs d'État, une réunion OCS+, s'est tenue sur le thème transformer le multilatéralisme en action, garantir la sécurité régionale et promouvoir le développement durable. Donc, à cette réunion y ont participé les dirigeants des États membres, plus la Mongolie, État observateur, les partenaires du dialogue, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, le Cambodge, les Maldives, le Myanmar, Népal, Turquie, Égypte, Turkménistan, Indonésie, Laos, la Malaisie et le Vietnam, pays invités par la présidence, ainsi que les dirigeants des organes exécutifs de l'ONU, de l'OCS, de la CEI, de l'ASEAN aussi, c'est l'organisation asiatique, de l'OTSC, que vous avez cité tout à l'heure, et puis la CEE, la SICA et d'autres organisations. Allez, quelle est votre lecture de l'importance de cette réunion et du thème discuté lors de cette réunion? Comment voyez-vous ça dans le contexte justement de l'émergence d'un monde multipolaire? Ça montre encore une fois, je vais me répéter, mais il n'y a pas de volonté, je pense, de remplacer le système des Nations Unies, mais il y a par contre la volonté d'ouvrir des forums latéraux ou alternatifs pour que ces pays puissent avoir des discussions avec des résultats qui, à mon avis, peut-être leur conviennent un peu plus que ce Mhm, qu'ils pourraient avoir dans le système onusien ou au sein d'autres organisations. Donc, il faut plutôt voir ça comme ça. Certains disent oui, mais est-ce que à l'avenir, ça ne remplacerait pas, par exemple, le système onusien? J'ai des doutes, ou alors il faudrait qu'il y ait un très grand renversement, un grand changement de bascule, tel qu'il se produit après des conflits majeurs. Mais ce mhm. qu'on voit là, je crois que c'est une volonté, effectivement, de ne plus nécessairement passer pas nécessairement par les canaux onusiens en tant que tels, mais par des organisations dans lesquelles ce sont avant tout les intérêts occidentaux, finalement, qui sont Absolument. privilégiés, pas nécessairement les intérêts souverains des pays du Sud. Avez-vous quelque chose à ajouter, François Martin, par rapport à ça? Oui, bien sûr. D'abord, je suis absolument d'accord. Les Russes, depuis toujours, ont toujours été extrêmement légalistes
Et aujourd'hui, si l'ONU ne fonctionne pas, c'est pas parce qu'elle est à la solde de l'Occident, à mon avis, c'est plutôt parce qu'il y a un pays qui bloque systématiquement le fonctionnement. Le meilleur exemple étant le traitement d'Israël. Ça n'a aucun sens que, alors que l'ONU gère des conflits, des situations, des questions, etc., il y a un pays qui n'est jamais obéi à aucune des 104 injonctions de l'ONU parce qu'il a été protégé par les États-Unis, qui s'appelle Israël. Ça n'a aucun sens. Tout le monde joue, mais il y en a un qui joue pas, et comme c'est mon protégé et que c'est mon fiston, lui, il joue dans l'équipe et il a le droit de donner des croche-pattes, il a le droit de sortir des lignes, il a le droit de ne pas respecter. Ça marche pas. Donc, Mhm. je dirais que si le système de l'ONU est devenu impuissant et foireux, c'est parce que c'est les États-Unis qui le font fonctionner comme ça. C'est pas parce que, je veux dire, C'est pas d'une façon ontologique je dans pense sa qu'il charte et dans le il mode de... me paraît même tout Mhm. à fait étonnant que l'ONU bénéficie encore d'une telle aura malgré son impuissance actuelle. Je veux dire que ça prouve, à contrario, que tout le monde la considère comme nécessaire. Mhm. Donc, je suis absolument d'accord. Et le but des pays, je pense, de ces forums divers qu'a décrit Gilles Emmanuel, c'est pas d'éliminer ou de remplacer l'ONU, mais c'est de la restaurer, bien au contraire. Et C'est de la ça réformer l'important. peut-être. Peut-être, oui, oui, sans doute, évidemment, Mhm. pour tenir. Et elle le sera obligatoirement. Elle ne peut pas continuer Mhm. avec l'Amérique qui n'est pas Le représentée, le schéma l'Amérique du d'après Sud Deuxième Guerre et mondiale. l'Afrique. Et l'Afrique. Par contre, là où je suis d'accord tout à fait avec Gilles Emmanuel, c'est sur le fait que ces divers forums, et là, je pense que ces pays nous enseignent quelque chose, sont en mesure de régler tout un tas de différends et de créer tout un tas d'opportunités qui sont plus régionales ou une meilleure prise en compte de la diversité des pays. Et Mhm. ça, je dirais que c'est, c'est, c'est dans la modernité. D'accord. Alors, On je va passe obligatoirement vers un système westphalien, D'accord. obligatoirement. Mais si Alors, on va dans un système, ça veut dire que les pays d'Afrique ont une façon à eux de régler leurs problèmes qui sont spécifiques. Des pays asiatiques, c'est pareil, etc., etc. Il faut beaucoup plus de forums et c'est ce que fait, c'est ce que tend à faire ce nouveau modèle impulsé par le Sud. Et c'est une bonne chose. d'accord. Alors, maintenant, j'aimerais bien passer à la question suivante qui concerne un peu tout ce bouleversement mondial, mais en même temps, les pays africains. Je dirais un peu les régions qui sont un peu tendues en ce moment. Alors, pour la Russie, la Chine, le Sahara représente une zone par laquelle la pression, comme le disent les analystes géopolitiques, sur le Rimland, même si François Martin, vous la récusez en ce moment, et à juste titre, à bien des égards, justement, est peut-être réduite. Et en effet, si l'on se réfère donc aux travaux du plus influent, ou l'un des plus influents géopolitologues russes, Alexandre Dugin, les pays du Sahara apparaissent dans le contexte de la défense de l'Eurasie comme une frontière sud, dans le cas d'une alliance entre la Russie et les forces arabo-islamiques, c'est-à-dire les pays arabo-musulmans. Alors, or, toute la région du conflit en question, qui s'étend du Sahel au delta du fleuve Congo à travers l'Afrique de l'Ouest, peut être définie comme une zone chaotique de fragmentation, difficile à stabiliser, et où les puissances internationales et régionales ont du mal donc à appliquer une quelconque ligne de conduite en raison des conflits ethniques et religieux, résultat d'un colonialisme de longue date. Cependant, le lancement de l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel, ouvre une porte de changement très intéressante. Alors, euh, dans le cadre des BRICS et de l'OCS, François Martin, c'est l'Algérie qui vient donc d'adhérer à l'ASEAN. La République centrafricaine et la République démocratique du Congo soutiennent l'AES et accompagnent donc sa dynamique en collaboration essentiellement avec la Chine et la Russie, et pourquoi pas avec les pays occidentaux qui seraient
prêts à changer d'attitude envers l'Afrique, au moins dans leur aspect officiel, cela pourrait-il sortir cette région de son instabilité caractéristique? Et cet espace pourrait-il devenir une région stratégique à la fois pour la défense de l'Eurasie à travers le contrôle du Sahara et pour le contrôle de la macrozone elle-même au profit de tous les pays de la région? Alors, l'exemple de l'AES est très intéressant, mais je dirais, à mon avis, il est trop tôt pour véritablement en tirer les fruits. Mhm, Euh, les généraux qui ont pris le pouvoir ont choisi une voie spécifique qui consiste à vouloir prendre leur destin en main, mais je dirais il y a deux écueils qu'il faut éviter. Et mhm, ça, c'est très important. L'un, ça consiste à dire comptons sur nos propres forces et de choisir ce que j'appelle le splendide isolement. C'est ce qu'avait fait à l'époque Sékou Touré, que j'ai connu, puisqu'à l'époque j'allais beaucoup en Guinée-Conakry, mais on ne peut pas dire que le modèle économique qui a été impulsé par Sékou et le modèle politique a donné des résultats au regard des immenses richesses de ce pays. Bon, mhm, l'autre, ça consiste à se vendre à un autre pays, que ce soit la France, que ce soit la Russie, etc. etc. Donc, il faut trouver, je dirais, une ligne de crête que, par exemple, des pays, à mon avis, comme la Tunisie, ont très bien trouvé au regard de leurs ressources tout au long de leur histoire après l'indépendance, où en même temps Bourguiba était un homme qui impulsait un modèle de développement et qui, en même temps, n'était coupé ni avec la France, ni avec aucun pays. Hein. mhm, Donc, je dirais que là, il y a quelque chose, c'est ce que j'appellerais le développement responsable, je dirais, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est difficile à trouver et je ne suis pas certain. Je pense que les problèmes qu'il y a aujourd'hui par rapport à la France viennent surtout plus que des erreurs, je veux dire, d'une maladresse insigne de la France sur le plan diplomatique et sur le plan de ses relations avec ces pays-là, plus que de problèmes de relations de fond, puisque moi je connais très bien l'Afrique, j'y ai vécu, j'y suis né, je suis né au Congo. Les relations que j'ai eues avec des hommes d'affaires africains ont toujours été excellentes. Il y a pas une paille, un soupçon de mésentente entre nous, mais c'était basé sur quelque chose de concret, c'est-à-dire de quoi mhm. avez-vous besoin, qu'est-ce qu'on peut vous apporter. C'est ça véritablement. Il n'y avait pas d'arrière-pensée politique, en tout cas dans l'époque où j'étais moi-même dans le commerce depuis les années 80. Donc moi, je suis tout à fait partisan à partir du moment où il y a sur place, et je suis persuadé que dans beaucoup de pays c'est comme ça, une volonté politique positive de développement à partir des propositions et des offres qui sont faites par les pays alentours et en particulier la France, c'est ça qui est la solution de sortie. Mais je ne crois Mais pas par contre. ce qu'ils évoquent, c'est justement le fait de sortir de la domination et d'avoir une espèce de politique de développement souveraine, donc qui répondent aux intérêts de leur peuple, tout en ayant des relations équilibrées et gagnant-gagnant avec tous les pays du monde. Moi, en tout cas, les échos que j'ai de ces pays-là, ou des dirigeants ou des experts que j'ai l'occasion d'interroger, en aucun moment aussi, ils ne disent que nous voulons couper court avec tout le monde, mais ils Bien disent sûr, que nous voulons des relations qui soient équilibrées et où nous sommes respectés, tout à fait. et après, toutes les portes sont ouvertes pour tout le monde. La Tout à parole est fait. à vous, Je suis d'accord avec ça. Mm. Gilles-Emmanuel Jacquet. Avez-vous quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, plus généralement sur la question aussi un peu des changements de puissance, si j'ose dire, un peu tutélaire en Afrique. Et alors, pour l'AES, il est vrai que c'est un peu tôt de se prononcer pour voir quels seront les fruits, puisque c'est un système quand même qui a reposé sur des changements de gouvernement suite à des coups d'État. Et on sait qu'en Afrique, des généraux qui font des coups d'État, alors je ne vais pas faire de prédictions sur la durée de leur mandat, ce sont des durées qui peuvent être très courtes comme très longues, jusqu'au prochain coup d'État ou jusqu'à une phase de transition plus démocratique, chaotique.
Donc on verra bien, mais il est vrai que l'AES, ça a été le signe qu'à un moment, les politiques sécuritaires occidentales, et puis aussi peut-être un certain modèle de développement, ne convenaient plus à ces États africains qui y voyaient une forme de dépendance. Maintenant, la Russie comment dire, a enregistré certains résultats au Sahel, par exemple, en République centrafricaine, est très populaire. Alors on entend parfois en France aussi le fait que la Russie n'y arrivera pas parce qu'elle ne connaît pas la région. On oublie que la Russie, comment dire, a des forces et des faiblesses. Elle n'a pas de passé colonial, c'est sa force. Mhm. Elle connaît la région puisqu'elle a été impliquée, on pourrait dire, du Maghreb jusqu'à l'Afrique du Sud dans des luttes d'indépendance contre les empires coloniaux à l'époque. Par contre, il est vrai qu'en n'ayant pas eu de gestion coloniale de l'Afrique, il y a peut-être pour la Russie une relation qui est différente, qui n'a pas la même profondeur, mais qui en même temps, justement, n'a pas le même poids du passé. Mhm. Alors, ça, ce sont les éléments un peu qui ont favorisé cette entrée de la Russie. Il y a des vides qui se sont créés. La Russie les a occupés, elle n'a pas poussé dehors la France. On pourrait dire plutôt que la France n'a pas été bonne dans le maintien de ses relations. La Russie a pu arriver comme une alternative pour certains aussi vis-à-vis de l'ancienne puissance tutélaire occidentale, en particulier française, des Chinois. Parce que dans un certain nombre de pays africains, on revient un peu de cette lune de miel avec la Chine, on revient à certaines réalités. Moi, j'ai pu l'entendre dans des pays africains comme le Niger, où certains même m'ont dit que parfois, c'est pas qu'ils regrettaient, mais qu'avec les Français, au moins, il y avait une relation entre guillemets plus humaine sur certains aspects. Donc pour la Russie aussi, on va voir comment sa politique sécuritaire fonctionne, Mhm. puisque la politique sécuritaire de la Russie dans la région, si j'ose dire, sahélo-saharienne, peut plaire aux États sur place qui l'ont appelé, mais est-ce que ça va régler les problèmes structurels? Est-ce que ça va régler les problèmes liés à la Ça, question c'est bien Touareg? sûr. Parce que c'est ça la question de fond. Je n'en suis pas sûr, et on verra ce que la Russie pourra faire. Et à mon avis, là-dessus, il y aura peut-être des avancées intéressantes, mais à la fin, la Russie fera face aux mêmes problèmes structurels, d'inertie, problèmes qu'on a dans le continent. Je ne Oui, pense la pas que ce sera Chine peut-être aussi. mieux. La Mais Chine, exactement. de toute façon, en fait, ce que disent beaucoup d'experts et de penseurs africains, il y a une très grande part de ce changement. Elle incombe, la responsabilité de ce changement incombe aux Africains eux-mêmes. C'est à Avant eux tout. d'être acteurs de leur avenir. Et du moment que l'Afrique est très convoitée, donc ils ont toutes les cartes pour Mhm. arbitrer les intérêts des uns et des autres et leur faire se faire une place dans la prise de Tout à, décision et dans les politiques qui seront appliquées. tout à fait. D'accord. Alors, maintenant, je vais oser, François Martin et Gilles-Emmanuel Jacquet, un petit scénario. Un petit scénario parce que moi, c'est par rapport à l'Asie du Sud-Est. Alors, avec tous ces bouleversements mondiaux, engendrés donc par la dynamique dont les BRICS et l'OCS sont les locomotives, de très grands défis politiques, économiques et même militaires sont posés de facto au Japon, à Taïwan et à la Corée du Sud, pour ne citer que ces pays-là, hein, les plus importants. Alors, ces trois pays pourraient-ils envisager un moyen et long terme de rejoindre ces deux grandes organisations eurasiatiques, donc leur espace géographique et culturel naturel? Si cela advenait, quelle serait la position et la situation de l'Occident euro-atlantique? Donc, c'est une question quand on regarde un peu les frémissements ces derniers temps de la diplomatie japonaise qui se rapproche un peu des BRICS, la Corée du Sud qui lève les sanctions contre la Russie et Taïwan, si les Américains n'ont pas plus la capacité d'envoyer leur porte-avions pour sécuriser un tel ou tel pays, est-ce que ils vont pas se poser finalement la question s'il n'était pas plus intelligent de trouver un compromis avec ses voisins? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne question, hein, Kamal. C'est évident. Moi, je serais japonais ou je serais coréen, je me gratterais la tête parce que je me dirais où est le pouvoir de demain, où est l'économie de demain, où est l'argent de demain, où sont les opportunités de demain. Est-ce que j'ai intérêt à rester fâché parce que mon grand frère me dit qu'il faut que je reste fâché? Donc, c'est évidemment Mhm, une question qu'ils se posent et qui se sont déjà posées d'ailleurs parce que lorsque les États-Unis ont décidé pour punir la Chine
les premiers paquets de sanctions. Je me souviens que les Japonais, si je ne me trompe, ont Oui, demandé une dérogation et ont continué à travailler sur un projet pétrolier ou gazier de et Sakhalin. c'était le Japon était même le premier à avoir vendu les obligations américaines. Pour Voilà, faire donc comprendre, leur faire comprendre ils que savent ces prendre excès-là ont des limites. ben, bien sûr, donc ils savent prendre des dérogations par rapport aux ordres. Et évidemment, ils sont dans une position qui, je dirais, quelque part est aussi celle de l'Arabie saoudite, qui est liée aux États-Unis, mais aujourd'hui, le premier investisseur en Arabie saoudite, c'est la Chine. Mhm. Donc, on n'a pas envie d'aller se priver d'aller faire la fête avec le voisin d'en face quand il y a des jolies filles sympathiques, etc. Donc, c'est évident que la nature des choses, c'est ça. Et dans ce sens-là, je pense que ça va poser un gros défi aux Américains qui, comme on le sait, sont pas d'extraordinaires diplomates et qui vont devoir trouver des solutions qui ne soient pas les solutions qui tout double, où vous êtes avec moi, ou vous êtes avec eux. Il faudra laisser à leurs partenaires coréens et japonais des marges de manœuvre qui leur permettront de travailler avec les BRICS, euh, avec la Chine en particulier, et puis avec une certaine marge de liberté. Hein, ça, mais c'est évident que cette question va être de plus en plus importante. C'est une excellente remarque. Voilà. Et quand on voit aussi les programmes de militarisation, notamment au Japon, hein, qui a décidé donc de sortir de son sous-armement et des contraintes qui ont été imposées après la Seconde Guerre mondiale. Donc, il est clair que c'est un pays qui se pose de lourdes questions quant à l'avenir de la région et de l'avenir Bien sûr. de son territoire. Et le Alors, fait et le fait, et je finis juste pour aller mhm. terminer cette remarque, le fait de vouloir se militariser, ça ne veut pas dire qu'on considère celui qui est en face comme un ennemi. Ça veut Bien dire sûr, qu'on c'est pour applique la protéger. doctrine civis pacem parabellum. C'est-à-dire, Mhm. je vais dire à l'envers, si je prépare la guerre, c'est que je veux la paix d'une certaine Ouais, ouais, façon. ouais. Je veux les Mhm. moyens de parler avec toi parce que je ne dépends pas de quelqu'un d'autre pour mes propres moyens de défense. Je donne les comptes, je, je me, je mets en place les instruments de mon indépendance. Voilà, c'est Mhm. ça. C'est ça, en D'accord. quelque sorte, qu'il faut prévoir. Et Emmanuel Jacquet, la parole est à vous. Pour les pays asiatiques en question, bon, le Japon, la Corée du Sud et le Taïwan, il y a des alliances qui peuvent changer, qui peuvent évoluer dans le temps, mais je crois que ça va prendre beaucoup de temps, que c'est du long terme. Pour la, comment dire, pour la Corée du Sud, le problème majeur qui fait que le rapprochement avec la Chine ou avec d'autres, un rapprochement plus politique, j'entends, hein, ou une insertion dans un ensemble, dans un groupe, dans une organisation, c'est très compliqué puisque la Corée étant divisée, on a des bases américaines, on a des forces américaines qui sont en Corée du Sud. Et pour la Chine, de ce point de vue-là, la Corée du Nord joue un rôle de, comment dire, de tampon, de protection, pour éviter qu'il y ait des troupes américaines qui seraient sur la rivière Yalu, par exemple. Mhm. Le jour où ce problème est réglé, où la réunification coréenne est réglée, peut-être qu'en Corée, il y aura, d'autant plus, il faudrait voir quel serait le mix politique qui en ressortirait, la structure, les institutions et autres, mais ce n'est pas impossible qu'il y ait une politique plus ouverte à l'égard de la Chine ou de la Russie, mais on reste finalement dans un peu de la politique fiction. Mhm. Pour ce qui est du Japon, il est vrai que le Japon a plus fréquemment, peut-être même que la Corée du Sud, parfois réaffirmé sa souveraineté vis-à-vis des États-Unis, mais notamment sur des questions qui étaient vues comme des tabous historiques, comme la question, par exemple, des interventions à l'étranger, et surtout la question nucléaire. Puisque contrairement à ce qu'on dit souvent, comment dire, la constitution japonaise et la législation japonaise, bien que voulant interdire la production et l'usage d'armes nucléaires, en vérité l'autorise sous certaines exceptions très spécifiques, dans l'hypothèse où le Japon ferait face à une menace, je veux dire, existentielle significative. Mhm.
Le Japon peut jouer donc parfois de ce jeu à réaffirmer sa souveraineté, mais il y a quand même un lobby encore fort qui favorise la protection des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Encore une fois, c'est ce vieil antagonisme qui un peu paralyse tout. Pour Taïwan aussi, il y a un antagonisme assez fort. Cependant, il ne faudrait pas sous-estimer aussi des tendances réunificatrices, si j'ose dire, qui sont de Mhm. deux ordres. Tout d'abord, il y a, et ça c'est pas moi qui en parle, mais même Eric Chopra en parlait il y a très longtemps dans son ouvrage sur la chronique du choc des civilisations, que les Américains, par exemple, pendant longtemps, avaient peur d'un conflit entre Taïwan et la Chine. C'est vrai. Mais aussi ces dernières années, ces dernières décennies, ils craignent un rapprochement, une réunification entre Taïwan et la Chine qui rendrait une présence américaine dans la région totalement inopérante et inutile. Mhm. Alors, comment est-ce que ça pourrait se faire? Bah, par une convergence économique. Puisqu'on l'oublie, mais il y a des millions de citoyens des deux Chines qui franchissent chaque jour le bras de mer entre les deux territoires, qui travaillent. Il y a des Absolument. participations croisées, il y a des participations financières, des investissements, il y a des parts dans des entreprises. Il y a, qu'on le veuille ou pas, même s'il y a cet antagonisme politique, une culture commune, puisqu'à Taïwan, on se voit malgré tout comme chinois. Il y a cet ensemble de la culture chinoise du Sud aussi, qui les unit, c'est pas à négliger. Et puis l'autre chose plus politique qu'on a vu aussi ces dernières années, c'est que le parti historique, je veux dire, l'indépendance de facto ou de la très forte autonomie taïwanaise, selon qu'on veut la voir, le Kuomintang, n'est plus aussi pro-américain qu'il l'a été dans le passé, voire même au contraire maintenant, le Kuomintang, qui est encore assez populaire d'ailleurs à Taïwan, est plutôt pour une réunification. Et une réunification à certaines conditions, attention, puisqu'il Mhm. y a eu aussi le précédent de Hong Kong avec les manifestations et autres. Donc il y a des changements qui pourraient s'opérer, mais encore une fois, pour Taïwan, comme pour le Japon et comme pour la Corée du Sud, je pense que ce sont comment dire, des tendances de fond, de long terme, et qui s'accéléreront si effectivement les États-Unis déclinent et qu'il y a de meilleures offres, on pourrait dire, financières, commerciales et géopolitiques qui sont faites à ces trois pays. Et pour D'accord. ça, il Ah, faut des garanties, pardon, des garanties, je vais terminer, de la part de leurs voisins, des garanties et des traités au niveau sécuritaire, sur certaines frontières, peut-être sur des questions nucléaires, mais en tout cas des garanties, parce qu'un certain nombre de voisins de la Chine aussi sont inquiets, il faut quand même l'admettre, de la puissance chinoise. ouais. Alors, François Martin, Gilles Emmanuel Jacquet vient de dire quand même quelque chose de très important. Si on était coréen, et par exemple, et qu'on regardait la situation telle qu'elle est, on se dirait une réunification, ça sera bénéfique. Bien sûr, sous condition, hein, c'est pas l'angélisme béat où on pose pas les questions qui fâchent, mais c'est-à-dire d'un point de vue pragmatique et intelligent, l'économie de la Corée du Sud plus la puissance militaire de la Corée du Nord, mais tout de suite, on a un pays qui devient une très grande puissance mondiale. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que Gilles Emmanuel a tout à fait fixé le cadre. Et moi, effectivement, dans l'ensemble de ces trois pays, je dirais Corée, Japon et Taïwan, celui qui, à mon avis, aurait le plus de difficultés à modifier l'équilibre actuel, c'est évidemment la Corée, pour la raison que Gilles Emmanuel vient de dire. En plus, la nucléarisation de la Corée du Nord a quelque part verrouillé les possibilités politiques parce que j'imagine pas une réunification qui se fasse sous l'égide d'un seul État qui soit dirigé par un Coréen du Sud qui dispose alors des moyens nucléaires de la Corée du Nord. La Corée du Nord ne voudra jamais changer, je dirais, son système. Elle a choisi une voie extrêmement indépendante politiquement. Et ça me semble très compliqué. Par contre, qu'il y ait une certaine forme de détente qui permette les échanges économiques, etc., ça, sans doute, on peut le penser. Par contre, je voulais revenir aussi sur la question de Taïwan. Mhm. Là aussi, Gilles Emmanuel a tout à fait raison. Moi, j'avais eu l'occasion d'écouter un ancien ambassadeur de France à Taïwan, même s'il n'y a pas d'ambassade de France, en fait, c'est le centre culturel français qui tient lieu d'ambassade, qui expliquait que, en fait, derrière la façade où on fait semblant de se disputer, il y a des Chinois d'un côté et des Chinois de l'autre. Les Chinois sont d'abord des commerçants.
Et il me disait, ils ont deux objectifs dans la tête. L'un, c'est de faire du commerce et l'autre, c'est de sauver la face. Donc, si je caricature un peu, on se dispute et on s'envoie des mots doux pendant la journée, et après, on fait du commerce pendant la nuit. D'accord. Et la Chine, les exportations vers la Chine pour Taïwan représentent 35 ou 40%. Donc, si la Chine voulait faire tomber Taïwan, il suffit qu'elle mette en place l'embargo. Une semaine après, le gouvernement de Taïwan est tombé et la Mhm. Chine ne le fait pas. Donc, ça veut dire que il y a une vraie coopération, mais qui ne doit pas s'afficher comme telle, parce que il y a l'ego chinois populaire, je dirais, continental, et l'ego chinois qui disent non, mais lui c'est lui et moi c'est moi. Mais c'est vrai que le rapprochement est beaucoup plus fort qu'on devait bien le dire. Et l'autre remarque que je voulais faire, c'est ça, c'est par rapport au Japon. Il ne faut pas oublier que derrière un possible rapprochement entre Japon et la Chine, il y a quand même un énorme contentieux militaire qui est celui de la Deuxième Guerre mondiale et de Absolument. l'effroyable façon dont le Japon a traité les Chinois de l'époque. Hein, ça ne sera pas facile non plus. Donc, je dirais qu'il y a deux choses. Il faut que chaque pays trouve les voies et les moyens pour trouver des solutions vraiment ad hoc pour chacun de ces pays. Et puis l'autre chose, c'est qu'à mon avis, ça prendra forcément du temps. Ça prendra du D'accord. temps. Mais que par ailleurs, le fait qu'il y ait un affaiblissement des États-Unis, ça rendra peut-être des solutions un peu plus souples, viables, alors que tant que les États-Unis peuvent affirmer leur domination, c'est plus difficile. D'accord. Gilles-Emmanuel Jacquet, François Martin, je vous remercie pour toutes ces analyses et tous ces éclairages. À très bientôt dans une autre émission. Merci, Merci Kamal. à vous. Merci. Merci, Gilles. Merci. Merci, bonne journée. Merci.